Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de revoir un peu les bases d'Excel, revoir ou découvrir, que ce soit un premier contact ou un rafraîchissement, il n'y aura pas de souci. On va reprendre tranquillement ce que propose Excel dans son onglet principal, l'onglet Accueil. Et alors je suis dans la version 2019, ce qui est un bon compromis par rapport aux anciennes versions d'Excel ou aux plus récentes. Que vous utilisiez un Excel 2010, 2016 ou le plus récent, livré avec Microsoft Office 365, ça ne changera pas grand-chose. Sauf peut-être, alors si on remonte dans les très très vieux Excel, hein, 2007, ça peut être un petit peu compliqué, ou dans les tout derniers, attention, si on a Microsoft 365, il est possible d'utiliser Excel directement sur le web, au lieu d'installer le logiciel, mais c'est une version un peu dégradée, un peu simplifiée, où les boutons seront plus sommaires et un peu différents. Mais si vous avez Microsoft 365 et que vous utilisez la version installable, ça ne devrait pas être très différent de ce que je vous montre là. Et de toute façon, on va voir des fonctionnalités assez standards, hein, comme je disais. Et on va commencer par voir un petit peu de vocabulaire, ce qu'on appelle là-haut un classeur. Eh bien, c'est le fichier Excel de base, celui qui va contenir plusieurs feuilles, comme on les voit en bas. Ici, je suis sur la feuille 1. Je peux en créer d'autres. Chaque feuille aura son propre, alors aura son propre niveau de zoom différent, hein. Déjà, j'étais en niveau de zoom un peu élevé, là, 145%. La feuille 2 est arrivée en niveau 100%. Je vais rester sur des niveaux de zoom un peu agrandis pour que ce soit plus lisible, hein, ce que je vais faire. En fait, ces feuilles, on le verra plus tard, auront chacune leur petite vie indépendante, hein. Si j'écris sur la feuille 2, ici le mot test, je reviens en feuille 1, on ne le voit pas. On a là-haut des onglets, donc j'ai dit que j'allais surtout m'attarder sur celui de l'accueil aujourd'hui, qui permet de voir l'essentiel de ce qu'on utilise en général dans Excel. Et ça permet de changer, en fait, quand on change d'onglet, ça permet de modifier les boutons qui apparaissent dans ce qu'on appelle ici le ruban. Ce ruban, alors si jamais vous ne le voyez pas ou qu'il disparaît à un moment donné, il y a un bouton vers la droite, on retrouve les boutons classiques, hein, pour fermer une fenêtre ou réduire ou ce genre de choses, mais encore un peu à gauche, on a les options d'affichage du ruban qui permettent de masquer le ruban ou d'afficher seulement les onglets. Si jamais on a un doute, qu'on a perdu nos boutons, on peut cliquer ici et recliquer sur afficher les onglets et commandes. On récupère ainsi l'affichage standard. Ok, bon, j'ai parlé de classeur et de feuilles, mais qu'est-ce que c'est comme type de logiciel? C'est un tableur. Ce n'est pas le seul. On peut compter par exemple le logiciel Calc qu'on trouve dans la suite LibreOffice ou OpenOffice. Bon, Excel, c'est un des plus connus. On y retrouve le concept de cellules, hein, donc une case ici, c'est une cellule, qui sont rangées par colonne, par ligne. Quand on va citer, quand je clique ici, là, on a bien, dans la zone qui apparaît là, une coordonnée qui apparaît, qui change au gré de la cellule que je clique. Donc on a là, ici je suis en C4, j'ai un petit côté bataille navale, on a une coordonnée définie par d'abord une lettre, d'abord une colonne, et ensuite une ligne qui, elle, est sous forme de nombre. Dans l'absolu, on peut changer ça dans les options et avoir des colonnes qui sont aussi en nombre, mais c'est pas forcément intéressant pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Si je sélectionne plusieurs cellules, je suis en train de définir une plage de données qui sera définie par des coordonnées qui prendront d'un côté, premièrement, sa cellule la plus en haut à gauche et ensuite sa cellule la plus en bas à droite. Donc ici, j'ai une plage de données qui aurait pour coordonnées C3, 2.E9. Mais bon, ça pourrait être plus utile dans des chapitres et leçons ultérieurs. Voilà pour un petit début sur les premières notions de vocabulaire. Ça peut être l'occasion aussi de montrer rapidement qu'entre deux en tête de colonne ici, par exemple C et D, mon icône va changer. Ici, là, j'ai l'icône d'une flèche noire par défaut qui permet de sélectionner toute ma colonne. Si je vais entre les deux, l'icône change, on voit que je peux redimensionner ma colonne et on a exactement la même chose ici
je peux sélectionner une ligne ou sélectionner plusieurs lignes si je maintiens le bouton appuyé. Mais si je vais entre deux lignes, je peux changer la hauteur. Je peux même d'ailleurs utiliser des raccourcis. Ici, j'écris test à nouveau. Si je fais au niveau de la colonne un double clic, la colonne va prendre la largeur juste ce qu'il faut pour afficher le contenu des colonnes qui sont des cellules qui sont dans cette colonne. Si j'écris 2 fois test ici, que je refais un double clic, ça va prendre en compte le nouvel élément que j'ai mis là-dedans. Pareil au niveau des hauteurs de ligne. Si j'ai pas besoin de prendre toute cette hauteur, je fais un double clic entre 5 et 6, ça va revenir à la taille juste nécessaire. Voilà. Ça peut être l'occasion aussi de montrer que si je mets des nombres dans une zone, dans une cellule qui est trop petite pour bien afficher ces nombres, on va avoir l'affichage de ces croisillons qu'on peut appeler aussi dièse ou hashtag. Donc ce caractère, quand il est répété plusieurs fois, signifie simplement qu'on n'a pas assez de place pour afficher notre contenu numérique. Et à ce moment-là, je peux justement utiliser le double-clic pour afficher juste la taille nécessaire ou bien prendre à la main et prendre un peu plus de place. Il n'y a pas de souci. Si j'ai besoin de rajouter une colonne entre deux colonnes existantes, je peux prendre là-haut, au niveau de la colonne C, je peux faire un clic droit. Si je fais insérer, ça va me créer une nouvelle colonne C qui est vide et qui est placée à gauche de celle dont je suis parti. Ce que j'avais avant sous la colonne C a été déplacé à droite et s'appelle maintenant la colonne D. Si j'avais des formules en plein milieu, ça ne serait pas forcément brisé. Enfin, Excel essaie de nous faciliter la vie et de casser le moins de choses possible quand on fait ce type de manipulation. Si je vais en ligne 5 et que je fais clic droit, insérer, ça va faire un peu dans la même idée, décaler mon ancienne ligne vers le bas et mettre une nouvelle ligne au-dessus, elle a pris par défaut le formatage de celle qui était encore au-dessus, mais ça on peut facilement changer. On peut retrouver dans notre onglet accueil, dans le ruban vers la droite, des boutons d'insertion qui permettent de faire ce genre de choses. Alors je vais tester la suppression maintenant, qui se retrouve aussi dans les boutons ici. Je ne vais pas passer en revue en grand détail ces boutons-là qui sont assez faciles à utiliser une fois qu'on les a identifiés. Je vais plutôt montrer le moyen le plus rapide de faire, comme j'ai fait jusqu'à présent. C'est en général plus rapide d'aller directement dans les entêtes de colonne pour faire ce genre de choses. Donc si la colonne D, je veux la supprimer, je vais ici dans l'entête de colonne D, clic droit, supprimer. Ça a enlevé ma colonne. Alors j'ai toujours une colonne D, ça a supprimé en fait. Je vais mettre ici quelque chose en colonne E. Je supprime le contenu de ma colonne D précédente et ça a rapatrié, ça a fait un peu l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, ça a rapatrié ce que j'avais en colonne E vers la gauche, ce qui s'appelait colonne E, maintenant s'appelle colonne D, mais on a toujours une colonne A, une colonne B, une colonne C, etc. Ça ne va pas supprimer définitivement une lettre de notre tableau, ce qui serait pas très pratique. Bon, pas mal. J'ai dit qu'on allait voir surtout l'onglet accueil. On a déjà regardé deux petites possibilités ici qui sont l'insertion de lignes ou de colonnes et leur suppression, que j'ai plutôt montré directement dans la feuille. Ça me semble plus pratique, mais vous pourrez facilement vous entraîner de votre côté. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, avant de continuer dans le ruban et l'onglet accueil, je vais rester encore un peu plus dans la feuille 1 dans laquelle nous sommes pour commencer à remplir notre tableau, notre feuille, avec des informations qui vont nous servir pour tester ensuite ce qui va nous être proposé ensuite. Et par exemple, je peux déjà commencer par utiliser une liste prédéfinie d'Excel. Excel comprend 2 listes préenregistrées. Chacune existe sous format classique ou sous format abrégé. On ne va pas forcément aller dans le détail ici, mais par exemple, si j'écris lundi, je vais pouvoir utiliser la poignée de recopier en bas à droite. Je vais revenir sur ce point. En tout cas, je peux utiliser ce coin de cellule ici pour compléter plutôt
ma liste telle qu'elle est préenregistrée. Ça va aller de lundi jusqu'à dimanche. Je pourrais tout à fait continuer et puis ça repart à partir de lundi et ça boucle en fait, hein. J'ai la même chose pour les mois. Je pourrais prendre ici. Je ne suis pas obligé de commencer au début de ma liste. Je pourrais commencer à février. Si je prends ici ma poignée de recopie, je peux attraper février et emmener ça sur la droite pour créer février, mars, avril, jusqu'à juillet, jusqu'à décembre, jusqu'à boucler à nouveau sur une nouvelle année. Ça, il n'y a pas de souci. Je fais ce que je veux. Voilà, on va voir après que pour les nombres, c'est un tout petit peu différent, mais pour les listes de ce type, il suffit d'écrire un premier élément, d'attraper la poignée de recopie, et ensuite on peut copier ça en général vers le bas ou vers la droite, mais on peut aussi le faire vers la gauche ou vers le haut. Ok, ça nous fait un bon petit point de départ. Alors je disais que pour les nombres, c'était un peu différent. En fait, ce qui se passe, je vais continuer à remplir mon tableau pour avoir des exemples. Si j'écris 1 ici, on pourrait se dire, bon, voilà, je vais attraper ma poignée de recopie, et puis ça va me faire 1, 2, 3, etc. Pas tout à fait. Là, on voit que ça m'a mis des 1. C'est parce qu'en fait, pour les nombres, Excel nous permet d'aller plus loin. Et comme il nous permet d'aller plus loin, il a besoin aussi d'un peu plus d'informations de notre côté. Pour les jours et les mois, en général, on a plutôt intérêt à simplement faire lundi, mardi, mercredi, etc. D'ailleurs, au passage, je ne le ferai pas dans cette vidéo, mais on peut créer nos propres listes de ce type, hein. On appelle ça les listes personnalisées. On peut créer les nôtres, mais je reviendrai dans une autre vidéo. Donc ici, pour les nombres, en fait, si je veux faire du 1, 2, 3, 4, etc., je vais devoir lui préciser au moins 2 entrées de ma liste. Et je vais partir sur 1 et 2, par exemple. Et à partir de là, je vais sélectionner. Alors, c'est l'occasion de s'arrêter un petit peu sur ce qu'on peut faire sur une cellule. Reprenons un peu la base de la base là-dessus. Quand on est là, j'ai cliqué sur une cellule, donc elle est mise en surbrillance, on a le focus dessus. Je peux, donc là, j'ai sélectionné une cellule unique. Si je veux sélectionner plusieurs cellules, et ainsi définir une plage de données, il me faut avoir le curseur de la souris au milieu de cette cellule, dans la partie principale. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce plus, le curseur a la forme d'un plus blanc, qui rappelle un peu le drapeau de la Suisse peut-être, et qui nous permet, si on maintient le bouton appuyé, de sélectionner plusieurs cellules. Et alors là, ça les grise en fait, hein. Faut bien apprendre à distinguer ce qu'on est en train de faire sur les cellules et voir si on est bien en train de sélectionner ou d'utiliser la poignée de recopie ou ce genre de choses. Attention. Donc là, en partant de là, j'appuie, je peux sélectionner. Si j'utilise le petit carré vert qui se trouve en bas à droite, qu'on peut appeler la poignée de recopie, hein, c'est un curseur différent qui apparaît. On a une croix plus fine et noire. Et là, ça nous permet de s'inspirer, entre guillemets, de la cellule ou de la sélection de cellules dont on est parti pour remplir d'autres cellules. C'est ce que j'ai utilisé, par exemple, en partant de février. Je suis allé vers la droite. Excel a compris, a reconnu un élément qui était dans une de ces listes préenregistrées, donc il a compris que je voulais ensuite faire mars, avril, etc. Ici, je vais pouvoir m'en servir pour faire une suite qui va commencer par 1 et être suivie par 2. Et Excel va comprendre qu'après, je veux faire 3, 4, 5. Il va comprendre qu'il y a un plus 1 entre chaque élément de ma liste. Mais en fait, je vais faire ça à côté ensuite. Si je prenais 1 et 3, en fait, là, il va me prendre les nombres impairs. Il va me faire 1 plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Donc ça fait 1, 3, 5, 7, etc. Et je pourrais tout à fait partir d'autre chose que 1 et puis faire des pas plus grands entre 2 éléments. Alors c'est l'occasion aussi de montrer que si j'utilise ma poignée de recopie, voilà, je peux m'arrêter à mi-chemin pour montrer un petit quelque chose. C'est que je pourrais tout à fait utiliser un double clic sur ma poignée de recopie pour remplir automatiquement jusqu'à la fin de mon tableau. Sur un petit tableau, ça ne change pas grand-chose, mais sur un grand tableau, ça peut faire une grosse différence. Donc je montrais comment on pouvait utiliser différents curseurs sur une cellule. Il y a un troisième aspect que je n'ai pas montré, mais qui est moins souvent utilisé, mais il faut le connaître parce que souvent on le fait plutôt par erreur. Et attention, c'est quand on est sur un bord de cellule, le curseur change un peu. Il y en a 4 petites flèches dans 4 directions.
Et là, on s'apprête à faire un déplacement de cellule, comme un coupé-collé en fait. Donc là, si j'appuie, je vais pouvoir déplacer ma cellule. Et je vois souvent des gens qui le font sans le vouloir, en voulant sélectionner. Parfois, au lieu de faire ça, on va aller un peu trop haut, un peu trop bas, et déplacer une cellule qu'on ne voulait pas déplacer. Donc attention à ce petit aspect-là. Très bien, alors je reviens à mes listes. Elles peuvent tout à fait aller dans le sens décroissant, hein. Je peux tout à fait partir de 50, aller vers 30, et ça va partir dans le négatif ensuite. Pourquoi pas? Je pourrais aussi, si je mets ici 150 et 160, et là je mets 12 et 16, je peux prendre une zone un peu plus large. Il faut quand même que je prenne mes deux lignes, encore une fois, hein, toujours pareil. Pour chaque suite, Excel a besoin de deux éléments pour savoir à quelle vitesse la suite va avancer. Mais par contre, je peux tout à fait prendre aussi deux colonnes, et il va faire évoluer les deux colonnes à sa manière, chacune selon son besoin. Donc pareil, je vais finir avec un double clic pour aller plus vite. Enfin, j'aurais pu le faire, je vais faire annuler, hein, CTRL Z, annuler. Voilà. Dès le début ici, hein, je pourrais tout à fait faire un double clic pour remplir jusqu'en bas de tableau. Excel a bien compris qu'ici j'avais un tableau qui se terminait à la ligne 14. Voilà, donc là j'ai rempli 4 cellules avec un double clic. Excel a été capable de comprendre qu'ici je voulais faire plus 4, plus 4, plus 4. Et ici plus 10, plus 10, plus 10, etc. Si je décidais d'agrandir un peu mon tableau, d'aller jusqu'à un deuxième dimanche, une deuxième semaine complète, attention, si je prends juste la ligne finale, ça ne va pas bien se passer. Là, à nouveau, je vais devoir prendre deux lignes. Et là, hop, je fais un double clic pour remplir mon tableau et achever chacune de ces listes séparément. Chacune a sa colonne, chacune a sa logique de liste. Et ça a très bien marché. Donc on a un tableau qui nous servira de base maintenant pour la suite.